La landing page, c'est un sujet qui revient systématiquement dans l'univers marketing et startup et pourtant il n'est pas facile à traiter. On me pose énormément de questions, surtout en atelier. Ouais, c'est vraiment un truc compliqué et mais je pense que tu devrais vraiment faire une vidéo dessus. Une vidéo? Moi? Pourquoi moi? Derrière l'eau, fais le tuto. Quoi? Non! T'as perdu. Bon, bah c'est parti. Dans cette vidéo, nous allons traiter du sujet des landing pages comme il n'a jamais été traité. C'est un sujet, les landing pages, où je vois tout le monde se foirer. J'ai beaucoup trop de questions à propos de est-ce que ma landing page est bien, qu'est-ce qu'il manque, pourquoi elle ne convertit pas, pourquoi ça ne fait pas des ventes sur mon e-commerce, pourquoi j'ai pas des inscriptions. Je donne toujours les mêmes conseils. C'est ce qu'on me demande le plus en atelier. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo qui va traiter du sujet de A à Z. Cette vidéo, elle va être probablement longue, elle durera le temps qu'elle durera, mais tant pis, on y va. Elle va s'articuler en 5 morceaux. Tout d'abord, on va passer rapidement sur le ciblage parce que c'est une erreur systématique. On ne peut pas faire de landing page sans ciblage. Je vais rapidement vous démontrer par A plus B que sans ciblage, vous n'allez pas aller bien loin. 2, les bases. Du coup, on va voir assez rapidement sur quel est on va dire le socle de connaissances pour pouvoir faire une landing page et qu'est-ce que c'est exactement. Ensuite, on va passer aux 3 piliers de persuasion qu'on doit trouver sur une landing page. Je les appelle vraiment les piliers parce que si vous en manque un, votre page s'effondre, elle ne vendra pas et il n'y aura pas d'inscription. Donc c'est vraiment très important. Et souvent, on me montre des pages qui n'ont un ou aucun de ces 3 piliers. Donc, c'est assez malheureux. Et pourtant, ils sont sur toutes les grosses landing pages de grosses startups qui fonctionnent super bien. Donc, on va les voir ensemble. Vous allez pouvoir les piquer et vous allez vous assurer qu'ils sont bien présents sur votre page. Ensuite, les types de contenu. Bien évidemment, qu'est-ce qu'on met sur une page? Est-ce qu'elle doit être courte, longue? De quoi est-ce qu'on parle? On va voir ça ensemble et on va voir surtout des exemples. Donc, ça va être vraiment chouette. Et enfin, l'écriture. Évidemment, la dernière fois que vous avez écrit, c'était pour envoyer un email, peut-être pour envoyer un article, peut-être c'était, ça remonte même à votre mémoire ou un devoir que vous avez rendu, je ne sais pas. Mais écrire pour une page, c'est différent. Il y a des méthodes d'écriture, il y a des erreurs qui sont systématiques. On va voir ensemble comment vous pouvez les éviter et comment vous pouvez écrire des pages qui fonctionnent. Préambule, c'est quoi une landing page? Jamais personne n'est d'accord, tout le monde donne des définitions un petit peu à lui et ce qui fait qu'il y a une perpétuelle confusion autour de ce terme. C'est quoi une landing page? Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent, qui ont leur site web et qui me disent il faudrait faire une landing page en plus. Mais du coup, à quoi sert le site web? Voilà, en fait, le site web, ne faites pas de site web s'il n'a pas d'objectif marketing. Votre site web, si vous êtes une startup, votre site web, ça devrait être votre landing page. Alors, landing pour atterrissage, c'est simplement une page où des personnes atterrissent. Lorsque vous allez faire des actions marketing, par exemple de la publicité sur Facebook, lorsque vous allez faire du contenu sur Instagram, vous allez mettre votre petit lien en bio vers votre site web. Parfois, vous allez faire quoi? De la publicité sur Google Ads, les personnes vont cliquer et ce sont des visiteurs qui vont atterrir sur votre page. Et là, votre page, il ne faut pas que ce soit bêtement votre site web qui dit ben voilà, je m'appelle Jean-Michel et je fais ça. Non, il faut aller plus loin. Il faut que ce soit une page qui est pensée pour remplir un objectif. On va y venir dans les bases. Et c'est pour ça que l'on doit faire des pages qui sont pensées landing page et qui sont pensées à viser marketing. Des personnes vont arriver dessus. Ils viennent d'un levier d'acquisition, d'un canal d'acquisition et il va falloir qu'ils trouvent toutes les informations qu'il faut pour être persuadés d'entrer en contact avec vous, de vous demander un avis, de passer à l'acte d'achat, peu importe votre objectif. Donc si vous avez besoin de faire du business et que vous avez besoin d'un site web pour faire du business, évidemment vous avez besoin d'une landing page, voire même plusieurs. Alors avant de démarrer, je voulais vous parler de ciblage qui est l'un des éléments fondamentaux, je pense, et vous êtes obligé de trancher, vous êtes obligé de cibler lorsque vous faites une page. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Le public que vous avez face à vous, auquel vous souhaitez communiquer, il a un choix immense. Il a un choix immense de tout un tas de choses. Écoutez, on est dans un monde où le libre marché fonctionne au niveau planétaire, ça s'appelle la mondialisation. Si quelqu'un veut tel produit ou tel produit, il peut regarder tous vos concurrents sur Amazon, il peut regarder tous vos concurrents qui vendent des services similaires sur Fiverr, sur Malte, peu importe, mais il a un choix immense pour faire ses actes d'achat, tout simplement.
Et du coup, si vous faites un message qui s'adresse à tout le monde, et ben en fait, personne va se sentir personnellement concerné. Vous êtes une startup, vous êtes un entrepreneur, vous avez forcément des ressources limitées et du coup, vous allez devoir concentrer l'effort. Ça sert à rien de diluer tout votre effort marketing à essayer de toucher tout le monde, sinon en fait, personne va se sentir touché. Et pareil pour votre budget. Imaginez, vous devez toucher une cible restreinte de personnes, vous savez qu'avec tant de budget, vous pouvez tous les atteindre. Si vous dites « Ah ben moi, mon produit peut s'adresser à tout le monde, hein, les hommes comme les femmes, comme les enfants, quels que soient leurs intérêts, ça peut leur être utile. » Comment vous allez pouvoir savoir si vous pouvez toucher ces personnes-là et surtout comment vous allez les toucher? Je veux dire, les personnes qui ont plus de 60 ans, les personnes qui ont entre 13 et 18 ans, vous ne passez pas par les mêmes canaux pour les atteindre. Et c'est pareil, lorsque vous allez faire votre page, vous n'allez pas vous adresser exactement à la même personne. Et pour cela, je vais vous montrer directement des exemples. Ici, vous avez Conto à gauche, qui est la banque des startups et des PME, qui se market comme ça, qui est positionnée ainsi. Et à droite, vous avez Shine, qui est la banque des freelances et des indépendants. Imaginez que vous soyez développeur web freelance. Vers quelle banque vers laquelle vous iriez? Et évidemment, vers Shine, parce que c'est celle qui a le meilleur positionnement, c'est celle qui correspond à ce que vous faites, tout simplement. Maintenant, imaginons que vous soyez à la recherche, vous êtes toujours freelance développeur web et vous êtes à la recherche d'une plateforme pour trouver des missions. Vous avez le choix entre Malt à gauche, qui est une plateforme de freelance, donc qui correspond à des freelances en photographie, des développeurs, des motion designers, des marketeurs, tout ça. Et à droite, vous avez Comet, qui est la plateforme des freelance tech. Donc, il y a des développeurs web, des data engineers, des experts en sécurité. Si vous êtes spécialisé dans le développement et l'informatique, vous allez plutôt sur Malt ou plutôt sur Comet? Évidemment Comet, parce que ça paraît plus sexy, ça paraît surtout plus spécifique, plus spécialisé. Et on se dit que là-bas, on va quand même trouver des personnes qui savent ce dont ils ont besoin, alors que sur Malt, c'est un peu plus généraliste. Allez, un dernier petit exemple. Maintenant, imaginons que votre startup, elle vient de lever 14 millions, 15 millions d'euros, petite série A, très sympa. Et vous avez maintenant le budget pour faire appel à une super équipe dev et vous êtes à la recherche de consultants freelance qui sont balèzes. Vous avez le choix entre Comet, du coup, la fameuse plateforme des freelance tech, et à droite, vous avez la crème de la crème, qui est une plateforme qui sélectionne les 10% meilleurs freelance pour vous. Évidemment, si vous avez les moyens et que vous cherchez les meilleurs, vous allez naturellement vers la plateforme qui est brandée comme étant la plateforme où il y a les meilleurs freelance, tout simplement. C'est stupide, ça fonctionne. J'espère que ça vous permet de comprendre ça parce que c'est souvent une erreur que l'on a, ne pas suffisamment cibler, pas suffisamment positionner et tout d'un coup on se retrouve avec un message qui est dilué et finalement qui fait mais en fait, on sait pas, votre public va pas très bien comprendre si c'est bien pour lui ou si c'est pas tout à fait pour lui et il va plutôt se diriger naturellement vers votre concurrent qui lui s'adresse directement à votre cible. Voilà, c'était la petite parenthèse ciblage parce que il faut faire ce travail-là et il faut prendre cette décision-là. Et c'est pas grave d'ailleurs. Lorsque vous avez fait votre ciblage, vous vous rendez compte que ça foire, ça fait 3 mois que vous vous défoncez sur cette cible-là et vous voyez que ça prend pas, et ben vous pouvez pivoter. C'est tout le principe du Lean Startup, hein. Vous pouvez vous dire, cette cible-là, en fait, j'ai mis tous mes efforts et tout mon pognon et ça ne fonctionne pas. Il faut pas que je continue à m'entêter là-dedans. Je pense qu'il faut plutôt que je m'attaque à une autre cible. Et au moins, vous avez été en capacité d'invalider une cible. Et ça, c'est le plus important. Si vous dites ma cible c'est tout le monde, comment vous faites pour invalider? C'est impossible. Donc faites pas cette erreur, ciblez avant de commencer vos actions marketing. Les bases, ça y est, on démarre un petit peu plus landing page, les bases sur ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert. On va voir également l'aspect un petit peu financier, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on mesure tout ça. Avec une landing page, tout simplement. Comment est-ce qu'on sait si ça fonctionne, si ça fonctionne pas? La landing page, c'est sur votre site web et il faut penser déjà, il y a un shift mental à voir, c'est que votre site web, c'est le canal de distribution le plus puissant. Alors lorsque je dis distribution, c'est pas forcément de contenu, mais c'est le canal de distribution de votre produit ou de votre service le plus puissant. Parce qu'il est infiniment scalable. Il peut y avoir 100 personnes qui viennent sur votre site web, comme 1000, comme 10 000, comme 100 000. 100 000, vous aurez un problème, il faudra payer un petit peu plus cher l'hébergement, les serveurs. Mais c'est tout, en fait.
plus il y a de personnes qui viendront sur votre site web, plus vous aurez potentiellement des personnes intéressées par votre produit ou votre service. Donc, ayez bien ça en tête, c'est que lorsque vous dormez, votre site web, il fonctionne. Et du coup, si sur votre site web, vous avez des pages qui sont persuasives et qui vous génèrent des prospects ou des clients, eh bien, lorsque vous dormez, vous avez du chiffre d'affaires qui rentre. Donc voilà, comment est-ce qu'on crée un site web persuasif? Et une fois que les personnes arrivent, atterrissent sur ce site web et qu'ils vont arriver sur une page, une landing page, qu'est-ce qu'ils vont trouver sur cette page concrètement? Avant de se poser cette question, il faut se poser la question de qui sont les personnes qui arrivent sur votre site web. Et oui, ça démarre toujours par un petit peu d'empathie, par essayer de comprendre qui sont les personnes et qu'est-ce qu'elles foutent là en fait. Et là, c'est simple, on va pouvoir diviser en deux camps, prospect froid, prospect chaud. On peut dire simplement visiteur froid, visiteur chaud. Qui est-il? S'il a besoin de votre offre, qu'il sait qu'il a besoin, qu'il a mis le doigt sur le problème, on va dire qu'il est chaud. Et lui, il attend d'être convaincu et rassuré. Donc, votre page, elle doit être là pour rassurer. On va voir tout au long de cette vidéo comment est-ce qu'on fait ça. Et enfin, ça peut être aussi un prospect froid, c'est-à-dire un visiteur qui débarque, il n'a pas déterminé exactement son besoin et il se cherche, il se renseigne, il est en train de s'éduquer sur un sujet. Et on va voir également comment est-ce qu'on éduque un prospect sur une landing page. Donc le contenu informatif, il peut transformer votre prospect froid en prospect chaud. Le prospect chaud, lui, il est déjà à deux doigts de passer à l'action. Donc à partir de là, il y a des actions à mettre en place. On va faire une parenthèse sur une notion qui doit être extrêmement claire pour vous, c'est la notion de conversion. La conversion, c'est un objectif, c'est tout. C'est un objectif qui va dépendre de votre stratégie. Par exemple, deux exemples. On va prendre l'exemple d'une page de vente, par exemple typiquement un e-commerce, ou d'un contenu éducatif, typiquement un blog. Donc, si vous avez une page de vente qui s'adresse à un prospect chaud, vous pouvez par exemple avoir un e-commerce, une e-boutique de prêt-à-porter. Si vous êtes une start-up comme Doctolib, l'objectif de conversion, ça peut être prendre rendez-vous avec le médecin. Du moment qu'il y a ça, ça y est, l'objectif est rempli. Lorsque quelqu'un prend commande sur Amazon, tac, là, l'objectif de conversion est rempli. Et si par contre, si vous ne vendez rien et que vous êtes plutôt en train de mettre à disposition du contenu éducatif pour essayer de chauffer un prospect froid, ça peut être la conversion, ça peut être une inscription à une newsletter sur le yoga, par exemple, si vous êtes prof de yoga, ou ça peut être un rendez-vous offert pour un coaching sur la séduction, si vous avez un blog en séduction, ou si même vous avez si vous êtes prestataire de service et que vous avez besoin de générer des prospects. Voilà, donc l'objectif de conversion, il dépend beaucoup de votre stratégie. Est-ce que vous essayez de vendre directement quelque chose ou est-ce que vous essayez simplement d'avoir un prospect qualifié? Et là, on rentre un petit peu dans les maths et c'est la slide un petit peu chiante de tout l'atelier. Ensuite, ça va être des slides beaucoup plus fun. Mais on va parler du taux de conversion. En fait, si vous divisez votre nombre de conversions, par exemple, imaginons vous avez 2 conversions, que vous le divisez par le nombre de visiteurs, par exemple vous avez eu 100 visiteurs, eh bien vous obtenez ce qu'on appelle le taux de conversion. Donc 2 sur 100, ça vous fait 2%. Si votre page, pour tous les 100 visiteurs qui viennent, il y a 2 achats, vous avez 2% de taux de conversion, c'est si simple que ça. Et si par exemple vous vendez un produit qui fait un panier moyen de 25 €, eh bien ça veut dire que tous les 100 visiteurs, vous allez vendre 2 fois à 25 € et du coup tous les 100 visiteurs, vous allez pouvoir générer 50 € de chiffre d'affaires. Donc si vous payez moins que 50 € pour faire venir 100 visiteurs sur votre page, techniquement, vous pouvez être rentable, vous pouvez atteindre un seuil de rentabilité. Alors, je voulais vous faire un petit exercice mental par rapport au taux de conversion parce que l'une des premières problématiques que je rencontre avec certains entrepreneurs, ce sont des personnes qui veulent en priorité faire venir du trafic et n'ont pas suffisamment bossé sur leur page. Par exemple, des personnes qui se disent, ben voilà, j'aimerais avoir 1000 ou 2000 visiteurs supplémentaires sur ma page web, mais déjà la page n'est pas terrible. Et pour cela, je vous ai mis 2 chiffres juste en dessous de cette slide. En fait, si vous avez 0,2% de conversion, qui est mauvais en soi pour 1000 visiteurs, ça vous fait 2 fois moins de conversion, ça vous fait 2 fois moins de chiffre d'affaires que si vous avez 4% de conversion et 100 visiteurs. Donc ça veut dire que si vous passez de 0,2% de conversion sur une page qui est par exemple très mal travaillée, sur laquelle il manque les piliers de persuasion, sur laquelle il manque tout un tas de choses,
et que vous passez tout d'un coup à une page qui est super bien foutue et qui obtient 4% de conversion, eh bien avec 10 fois moins de visiteurs et donc potentiellement 10 fois moins de budget publicitaire, vous allez faire plus de chiffre d'affaires. Et donc voilà, c'est un petit peu un shift mental à avoir, de se dire que les efforts que je passe à travailler ma landing page, en réalité, ils sont très utiles et ils ont un résultat concret sur mon chiffre d'affaires. Si vous passez de 1 à 2% de conversion, vous venez de multiplier par 2 votre chiffre d'affaires web à l'année. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Voilà, donc c'était la petite conclusion, c'est perdez pas trop de temps simplement sur l'acquisition de visiteurs au démarrage, investissez surtout votre temps sur la page en elle-même avant de vous attaquer concrètement à faire venir du trafic. Les 3 piliers, c'est parti, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir sur cette page pour qu'elle fonctionne. Le premier, c'est la proposition de valeur. Alors, c'est très célèbre, tout le monde en met une, je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît ici, mais on va voir comment est-ce qu'on écrit une bonne proposition de valeur et qu'est-ce qu'elle doit rencontrer finalement comme on va dire comme bénéfice, comme ciblage, etc. pour que ça fonctionne vraiment. Et pourquoi est-ce qu'elle est là? D'abord, la proposition de valeur, pour ceux qui ne savent pas, c'est une phrase très courte que l'on va mettre en haut du site. Alors son seul et unique but, c'est de capter l'attention. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Simplement parce que les marketeurs des années 2000, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient venir des gens, ils payaient du Google Ads, ils faisaient du SEO, etc. pour que les personnes arrivent sur le site web. Et ils se sont rendus compte que les personnes partaient. Google Analytics appelait ça le taux de rebond, le bounce rate, et il se mesure du coup en pourcentage. On peut dire qu'une page a 80% de taux de rebond. Et par exemple, si une page a 80% de taux de rebond, ça veut dire que 8 personnes sur 10, lorsqu'elles arrivent sur la page, repartent sans rien faire, sans scroller, sans cliquer, sans rien faire du tout. Et la proposition de valeur, elle est là justement pour faire chuter ce taux de rebond. Elle permet de capter l'attention et que la personne qui arrive sur le site web se dise « Ah oui, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est ce que je cherchais, je vais continuer à lire ». C'est le seul et unique objectif de votre proposition de valeur. C'est pas un slogan, c'est pas quelque chose qui doit forcément être fort au niveau du branding, c'est son seul et unique objectif, c'est de capter l'attention pour que les personnes continuent à lire. C'est tout. Et vous savez que vous avez en réalité entre 3 et 5 secondes pour capter l'attention d'une personne sur Internet, sinon après elle s'en va et c'est ce qu'on appelle du coup le taux de rebond. J'ai mis une petite image de Jordan Belfort du loup de Wall Street, tout simplement parce que c'est une technique qu'il utilise au téléphone. En moins de 5 secondes au téléphone, il réussit à avoir l'attention de la personne en lui posant une question, en lui demandant s'il a 2 minutes et finalement en ayant la permission de continuer à lui vendre. Et c'est exactement ce que vous devez avoir lorsque vous écrivez votre proposition de valeur. Il faut que vous ayez la permission de votre visiteur de continuer à être lu. Donc voilà, cette première phrase qui va être lue par le visiteur, premièrement, alors ce sont des règles qui sont pas toujours suivies, on va dire, mais si vous n'avez pas d'idée, si vous démarrez à écrire des propositions de valeur, essayez d'aller sur ce côté-là. Il n'y a pas de science exacte sur ce sujet-là en réalité, et beaucoup de propositions de valeur que l'on écrit en réalité sortent de tout ça, mais ça va vous servir, je pense, d'inspiration, parce que une proposition de valeur, il va falloir en écrire beaucoup avant de trouver celle qui vous plaît vraiment et celle qui fonctionne surtout. Donc premièrement, essayez d'avoir une proposition de valeur qui répond directement à un besoin, c'est-à-dire que si une personne cherche quelque chose, montrez-lui bien que c'est ici qu'elle est venue chercher, n'utilisez pas des terminologies compliquées. Deuxièmement, parlez des bénéfices. Et les bénéfices, ils dépendent encore une fois de votre ciblage. Vous savez très bien que si vous vous adressez à une adolescente ou si vous vous adressez à un commercial, par exemple, ils n'ont pas besoin du même bénéfice selon votre solution et selon leur âge, selon leurs intérêts. Donc, assurez-vous que vos bénéfices matchent avec le ciblage et à qui vous vous adressez. Et en 3, enfin, essayez d'être unique. Ça dépend beaucoup de votre positionnement. Si vous faites la même proposition de valeur qu'on peut trouver juste à côté, c'est un petit peu dommage, tout simplement parce que la personne ne va pas comprendre en quoi vous êtes différent et en quoi vous êtes plus adapté pour lui. Donc, soyez unique, soyez précis, tout simplement. Le deuxième point après la proposition de valeur, ça va être les appels à l'action. Les appels à l'action, c'est complètement stupide, mais c'est évident.
tout le monde a tendance à les mettre. Généralement, les gens les font pas trop mal, mais il y a une façon de les rendre encore meilleurs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un appel à l'action, c'est une phrase courte à l'impératif. Le meilleur exemple que j'ai, je pense, c'est celui du e-commerce qui va être bien ajouté au panier, tout simplement, en fait. Ce qu'on a tendance à oublier lorsque l'on va faire notre appel à l'action, c'est qu'en réalité, l'appel à l'action, c'est la première fois qu'une personne, que votre visiteur va pouvoir engager une action avec votre marque et cliquer, en tout cas, avoir un pouvoir sur votre site web, un pouvoir de prise de décision. Donc, vous allez, à travers votre appel à l'action, lui donner un pouvoir. Donc, maintenant que vous l'avez retenu, il va falloir essayer de le convertir à travers l'appel à l'action. Voici 2 astuces pour faire des appels à l'action qui permettent un petit peu de sortir du lot. Déjà, vous pouvez jouer un petit peu sur ce qu'on appelle la preuve sociale. On va voir juste après exactement ce que c'est. Mais montrer simplement qu'il n'est pas seul, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre simplement inscrivez-vous, rejoignez une communauté de passionnés, par exemple si vous avez une plateforme sur le sport. Et soyez spécifique également, au lieu d'avoir simplement créé un compte, vous pouvez noter accéder aux activités sportives autour de vous, tout simplement. Qui se prête encore bien si vous avez une plateforme de sport. Mais voilà, essayez de montrer que la personne n'est pas seule, soyez spécifique, ça devrait le faire. L'appel à l'action, il faut essayer de le placer, de faire en sorte qu'il soit au moins toujours présent à l'écran lorsque la personne va scroller votre page, donc il faut le mettre assez souvent parce que la personne va prendre sa décision de s'inscrire ou d'acheter, peu importe son moment où il se trouve sur la page. Donc il y a 2 solutions, soit vous mettez une barre de navigation en haut qui est sticky, c'est-à-dire qui descend lorsque la personne scrolle, et dans ce cas-là, elle peut toujours cliquer sur l'appel à l'action. Sinon, vous vous assurez de le mettre à chaque section ou toutes les 2 sections pour que les appels à l'action reviennent assez souvent. Voilà. Et enfin, le 3e pilier, ça va être la preuve sociale. Et celui-là, littéralement, sur toutes les expériences que l'on a pu mener, et moi, c'est l'une qui m'a le plus choqué, ça multiplie par 2 simplement votre taux de conversion. Lorsque vous mettez de la preuve sociale, ça va donner de la crédibilité, ça rassure instantanément, c'est vraiment un super pouvoir. Et c'est souvent, sur les pages qui fonctionnent pas, l'un des éléments manquants, la preuve sociale. Alors, la preuve sociale, pour vous expliquer très rapidement sur comment ça fonctionne, c'est un mécanisme psychologique, en fait, qui fait que ça s'appelle également l'effet troupeau de moutons. Si une personne est dans une position d'indécision et ne sait pas si elle doit accéder ou pas à une requête, elle ne sait pas quelle décision prendre, eh bien, on a naturellement tendance à faire comme les autres. Et on se dit simplement, si des personnes font ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Et du coup, on le fait. Voilà, ben là, je vous avais mis une petite citation. S'il y a tant de personnes dans ce restaurant, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que ce restaurant doit être vachement bien. Et voilà, simplement, cette preuve sociale, vous pouvez la mettre en place sur votre landing page de plein de façons différentes. Ça peut être des témoignages, donc les témoignages, ça peut être sous forme de vidéos, d'interviews, ça peut être une étude de cas. Vous pouvez faire une page dédiée aux études de cas, c'est pour ça que c'est toujours très présent sur tout un tas de sites web. Les avis clients, évidemment. Vous êtes forcément déjà allé sur Amazon, il y avait 500 avis clients. Vous en avez lu 499 et il y en avait un qui était mauvais au milieu et vous vous êtes dit je suis pas sûr, je vais peut-être pas acheter ça finalement. Les avis clients, c'est hyper important et c'est ça qui vient nous rassurer ou au contraire nous faire dire oh là ça je vais pas l'acheter. Donc voilà, preuve sociale, super pouvoir, vraiment très puissant et on va voir plus précisément comment est-ce qu'on peut l'utiliser. On va mettre toujours sous la capsule preuve sociale, même si c'est un biais cognitif différent en réalité. On va parler très rapidement de l'autorité empruntée. Vous pouvez emprunter l'autorité à travers des logos. L'autorité, c'est également un principe de persuasion qui est très puissant, qui est assez différent de celui de la preuve sociale, mais techniquement sur votre site web, vous allez pouvoir le mettre en place de la même manière. En fait, vous allez pouvoir mettre en avant des références clients qui sont célèbres, ou simplement si vous êtes accompagné par un partenaire local ou national qui est reconnu dans votre secteur, vous allez pouvoir le mettre en avant sur votre site web et ainsi, si pour votre public, pour votre visiteur, cette marque-là est une preuve d'autorité, vous allez pouvoir emprunter une partie de cette autorité et vous allez pouvoir mettre en avant sur votre site web en disant on travaille avec eux ou ils nous font confiance ou on a bossé sur tel sujet, voilà. Et ainsi, vous allez pouvoir rassurer encore plus.
Voici deux petits exemples très rapidement sur ces règles parce qu'elles paraissent peut-être stupides, mais vous allez vous rendre compte qu'aucune startup ne se permet de ne pas l'utiliser en réalité. Les startups ont complètement transformé le monde dans lequel on vit. Il y a 15 ans, il fallait pas parler aux inconnus sur Internet. Maintenant, on monte dans la voiture des inconnus qu'on n'a jamais rencontrés avant, on les a payés à l'avance avec Uber et Blablacar. Faut capter ça quand même. Donc Internet et les startups qui ont utilisé Internet comme méthode de distribution nous ont apporté énormément de confiance. Comment est-ce qu'elles ont fait ça? Avec exactement ce qu'on vient de voir. Si on regarde Blablacar, vous voyez là, il y a deux personnes qui vont faire un trajet Marseille-Nîmes-Montpellier, Cavaillon-Nîmes-Montpellier. Ici, on a Axel qui a juste la pièce d'identité vérifiée, mais là on a Rémi qui, en plus de la pièce d'identité, a 31 avis, donc ça veut dire que 31 personnes sont montées dans sa voiture sans se faire tuer, ce qui est très très bien, et on a 262 amis Facebook. C'est stupide, mais lorsque vous devez faire un choix, tout d'un coup vous avez beaucoup plus confiance en Rémi, et du coup cette technique-là, ça a permis de booster l'adoption par le grand public en fait d'Internet comme réseau de distribution, là dans ce cas-là pour du covoiturage, et c'est la preuve sociale qui a fait tout le boulot. Encore une fois, recette simple, plat réussi. Ici, on a la landing page de Shopify, c'est l'ancienne, mais qui était très très bien. On verra un petit peu plus loin dans cette vidéo comment est la nouvelle landing page de Shopify. Donc Shopify, c'est vraiment une très bonne plateforme si vous faites du e-commerce. Ne vous posez pas plus de questions, partez sur Shopify. On a pareil en 1 ici, la proposition de valeur, une plateforme e-commerce faite pour vous. Dessous, ici, on a la preuve sociale qui est gigantesque. On a juste une fondatrice qui sourit, qui s'appelle Juliette Lévy. Bonjour Juliette, fondatrice de la marque Oh My Cream. Voilà, qui nous sert simplement de preuve sociale de la façon la plus simple possible. Et enfin, on a les appels à l'action. Regardez juste en dessous, en 3, qui sont spécifiques. C'est créer votre boutique en ligne et c'est pas simplement créer votre compte. Voilà, donc si même des boîtes successful comme Shopify ne se permettent pas de passer à côté de ce genre de technique, vous imaginez bien que vous, si ça manque, ça va être un petit peu branlant. Donc vous en avez besoin. Voilà les 3 piliers. Votre proposition de valeur, courte phrase d'accroche, unique et précise, vous parlez des bénéfices, vous essayez de répondre aux besoins. Vos appels à l'action, vous montrez que le visible n'est pas seul sur votre appel à l'action, vous mettez un texte qui est spécifique à votre situation, et enfin la preuve sociale qui passe à travers les témoignages, mais également vous pouvez jouer un petit peu sur l'autorité en utilisant des logos de référence ou de partenaires qui sont connus dans votre secteur. Petite astuce pour la landing page et pour l'écriture de ces choses, particulièrement pour la proposition de valeur et les appels à l'action, n'hésitez pas à en écrire par dizaines. Surtout que les premiers que vous allez écrire vont être nuls, les 10 premiers vont être pourris, les 20 suivants vont être vraiment cool, les 30 d'après vont être vraiment bien. Et à partir de là, le lendemain, vous pouvez trier, vous enlevez tous ceux qui sont pas bien, tous ceux qui vous sonnent pas exactement comme il faut, tous ceux qui ont pas l'air clairs, etc. Vous les enlevez et vous en sélectionnez seulement 5 à 10 qui vous plaisent vraiment. Vous allez voir vos prospects et vous leur montrez vos propositions de valeur. Et à partir de là, ils vont vous faire des retours, ils vont pouvoir vous dire ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. C'est toujours très intéressant, mais c'est pas ça l'objectif de l'exercice. L'objectif, c'est de revenir 48 heures plus tard. Vous revenez voir votre prospect ou vos amis auxquels vous avez présenté votre liste de propositions de valeur et vous leur demandez de laquelle est-ce qu'il se souvient. Et souvent, celle dont la personne se souvient, elle est assez catchy, elle permet un petit peu de rester en tête et elle permet de bien capter l'attention. Donc, partez sur celle-là, ça peut être un très bon exercice. C'est l'une des façons de sélectionner une proposition de valeur sympa. Si vous voulez vraiment savoir si elle va fonctionner ou pas, il n'y a pas de secret, il va falloir A/B tester et envoyer du trafic sur votre page en changeant votre proposition de valeur et vous allez voir laquelle convertit le mieux et laquelle permet d'écraser le taux de rebond au maximum. 3. C'est parti pour la partie fun, les types de contenu. Donc on va passer directement sur cette partie sur du lourd. On va voir des exemples très précis de contenu et des types de contenu que vous pouvez créer, que vous pouvez mettre sur votre page web. Une page persuasive, elle a forcément une structure. Vous allez orienter petit à petit, mettre des sections, indiquer des choses dessus. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre techniquement. Le premier prérequis, ça va être de penser en bloc.
Imaginez que vos sections, que votre site web, il est divisé en blocs tout simplement. Et du coup, sur le bloc 1, on va avoir nanana, tout ça, bloc 2, tout ça, bloc 3, on va pouvoir mettre cette image stylée et blablabla. Et ça vous permet d'écrire. Vous n'avez pas besoin d'un website builder, vous n'avez pas besoin d'un designer, vous n'avez pas besoin de WordPress, vous n'avez pas besoin de Wix, vous avez besoin d'un Google Doc. C'est tout. Pour écrire une landing page, vous avez besoin que de ça et d'écrire en blocs. Et à partir de ces blocs-là, on va voir quel type de bloc on peut faire et dans quel ordre est-ce qu'on peut les mettre. Le bloc 1, il est évident, il va falloir le mettre, c'est le header. Votre header, il va être composé principalement d'une proposition de valeur et d'un sous-titre ou sub-headline. Votre sous-titre, il vient compléter votre proposition de valeur. Votre proposition de valeur, c'est la phrase qu'on a vue juste avant. Et en dessous, vous allez simplement ajouter plus de contexte. Si vous avez une proposition de valeur un petit peu qui capte l'attention, mais qui est très peu descriptive, profitez-en sur le sous-titre, sur une phrase un petit peu plus longue, d'être absolument clair et descriptif et d'expliquer concrètement ce que vous faites, ce que fait votre solution ou ce que fait votre produit. Mettez un visuel qui apporte du sens et qui n'est pas seulement joli, qui n'est pas là simplement pour illustrer de façon esthétique, mais qui est là pour illustrer et apporter du sens. Ça peut être une image de votre produit, ça peut être une belle icône, ça peut être une illustration, peu importe, mais mettez un visuel qui apporte du sens ou directement une courte vidéo. Attention, les vidéos sur une landing page, toujours moins d'1 minute, voire moins de 50 secondes. Au-delà, ça ne sert absolument à rien, personne ne va la regarder. Sur votre header, c'est également l'occasion d'ajouter des références d'autorité. Si vous avez quelques logos dont vous êtes fier, mettez-les, indiquez-les. Ça va permettre directement à la personne de se dire « je ne suis pas arrivé chez n'importe qui, je suis en confiance, je vais pouvoir lire la suite ». Et enfin, indiquez un appel à l'action personnalisé. Mettez un gros bouton, lorsqu'on clique dessus, ça scrolle juste au bloc 2 en dessous qui lui va apporter plus de matière. Donc allez-y sur l'appel à l'action, mettez vos plus beau call to action dans votre header pour pousser la personne à s'engager dans la lecture. Alors, c'est parti sur les blocs. Je vais vous donner différents exemples de blocs. Il ne va pas y avoir d'ordre en fait. Nous, on a certains ordres, mais parfois on les change. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Si on est sur certains blocs, je vous indiquerai si je les mets plutôt en bas de page ou si on a tendance à les mettre en haut de page. Mais en soi, il n'y a pas d'ordre et vous pouvez les changer un petit peu dans tous les sens. Là, je vais vous montrer des exemples de blocs qui vont vous permettre de vous inspirer. Le premier type de bloc, généralement, que l'on met direct en dessous d'un header, c'est le bloc qu'on appelle 3 bénéfices. Il est tout simple. On va prendre 3 bénéfices et on va les mettre en avant. C'est exactement ce qu'on a fait sur la page de Morphée. 3 raisons d'utiliser Morphée. Où on a mis simplement 3 bénéfices clients qui étaient importants, efficaces. Oui, ça permet vraiment de s'endormir le soir. Déconnecté, voilà, on n'a pas le téléphone qui va vibrer ou qui va sonner ou être tenté d'aller sur les réseaux sociaux. Et enfin, pratique, c'est nomade, on le met dans son petit sac, on peut facilement le poser à côté de son lit et ça fonctionne. Voilà, ce sont les 3 choses que l'on attend de ce produit-là. Ce sont les 3 bénéfices clients clés, ce sont eux qu'on a mis en avant au maximum. Shopify le fait également. Si vous regardez la nouvelle landing page de Shopify, justement, on en parlait tout à l'heure, il va mettre en avant directement les différents éléments qui sont les plus importants. Vendez partout, donc où que vous soyez, on est sur une solution qui est nomade, qui est en ligne. On a développé votre boutique, donc on a la notion de développer son business, le fait qu'on va pouvoir vendre plus, qu'on va également pouvoir être sur Google, regarder également les visuels qui sont pleins de sens. L'aspect gestion, qu'on va pouvoir bien gérer tout ça. Et ça, c'est ce qu'on attend d'un logiciel qui permet de faire du e-commerce. Ensuite, on a Payfit, aucune erreur, aucun retard, un outil de gestion complet, concentrez-vous sur l'essentiel. Pareil, on est sur 3 bénéfices très simples qui apparaissent directement, comme ça. Swile, ancien launcher, pareil, directement en haut, on a des bénéfices clients, des cagnottes qui sont gratuites, des remboursements, un fil qui réunit tous vos événements et ensuite on bascule un petit peu plus sur du technique et sur à quoi servent, sur quelles sont un petit peu les fonctionnalités. Donc des déjeuners d'équipe prix réduit, la carte partagée, la messagerie dédiée avec les collègues. Donc tout ça c'est pour bientôt au moment où j'avais fait le screenshot. Mais on est à mi-chemin directement sous le header. On est à mi-chemin entre les fonctionnalités et les bénéfices clients et au moins on comprend en un coup d'œil ce qui se passe. C'est ça l'avantage de ce blog, c'est qu'en un coup d'œil on comprend à quoi ça sert. Donc je vous invite à mettre ce genre de bloc directement après votre header. Pareil ici pour Aloha, on est vraiment sur du bénéfice client. Vous allez finir plus tôt ce soir, plus de projets donc plus de marge, offrez le meilleur à vos clients.
Autre type de blocs qu'on adore et qui sont vraiment top pour expliquer quelque chose qui est nouveau. Si vous êtes une startup, vous avez peut-être une innovation, il va falloir expliquer qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, tout simplement. Et du coup, on adore faire des sections process. Ici sur Morphée, on a simplement expliqué comment ça fonctionne. Avec la première clé du coup qui permet de faire ci, ensuite on fait ça, et on lance la lecture et on peut aller se coucher et ça nous permet de comprendre comment ça fonctionne. Tout l'enjeu au niveau du e-commerce, je vais vous faire une parenthèse sur le e-commerce, mais lorsque vous vendez un truc en ligne, c'est que l'on comprenne bien ce que c'est et qu'on se permette de bien visualiser cela et que ce soit à travers des visuels, à travers des illustrations, à travers des photos, à travers des explications. Mais tout l'enjeu d'une boutique e-commerce, lorsque vous vendez quelque chose qui n'existait pas auparavant, eh bien, ça va être de montrer et de permettre aux personnes de comprendre sous tous les détails comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est. Sur Too Good To Go, super appli. On est sur un process extrêmement simple parce que c'est une simple, bête appli à utiliser. C'est l'une des solutions les plus simples que j'ai utilisées de ma vie. On installe l'appli, on choisit le panier, on passe le récupérer. Vous voyez bien que ça permet de gagner en confiance et de voir dans les grandes lignes le processus de récupération de panier, comment est-ce que ça fonctionne. Et du coup, ça permet de se rassurer, de se dire, OK, et bien voilà, je peux passer... je peux installer l'application, j'ai compris en gros à quoi est-ce que ça servait. Et encore une fois, on est sur une solution qui est innovante, on n'avait pas l'habitude d'utiliser une application pour aller chercher un panier surprise, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas ce que c'est, on a besoin de contexte. Ici, sur l'un de nos clients à Lyon, Satisfix, pareil, 3 étapes pour réparer votre électroménager. Voilà, on prend rendez-vous facilement. Étape 2, étape 3, tout simplement, ce qui permet de mieux se visualiser de à quoi est-ce que ça correspond et qu'est-ce qui va se passer du moment que je passe à l'acte d'achat ou est-ce que ce qui va se passer à partir du moment où j'entre en contact avec cette entreprise. Aloha, pareil, inscrivez-vous, créez votre événement et communiquez avec vos participants, simple comme bonjour. Les fonctionnalités ou le produit. Bien évidemment, lorsque vous avez une solution ou un service ou un produit, peu importe, à un moment donné, il faut qu'on comprenne un peu mieux qu'est-ce qu'il y a dedans. On a besoin de contexte et surtout d'informations précises et descriptives sur ce que fait votre produit. Et dans ce cas-là, il va falloir expliquer un petit peu. Ici, je vous ai mis des exemples. Sur Swile, ils l'ont fait de façon magnifique. Bravo à cette équipe de designers, même l'équipe marketing qui a été derrière cette page, parce que c'est vraiment incroyable. Il suffit de cliquer en fait sur les différentes parties et à droite, vous avez l'explication et on voit visuellement à quoi est-ce que ça correspond. Si vous avez un produit, petite parenthèse sur ce sujet-là, si vous avez un produit, une solution technique ou un produit digital, une application, une plateforme, peu importe, montrez le produit. Faites pas des illustrations, ne faites pas des motion design, montrez le produit, comment est-ce qu'il fonctionne, à quoi il sert, comment est-ce qu'il fonctionne, ça sera beaucoup plus efficace. Ensuite, deuxième exemple, c'est Ahref qui est une solution de référencement naturel qui est leader dans son marché. Ben là, c'est tout simple. On a des onglets où on clique sur les différentes fonctionnalités et on a un petit pavé de texte qui explique comment ça fonctionne tout simplement. Si on retourne sur Morphée, du coup Morphée qui est l'une des pages que l'on a faites, ici on a les thèmes des séances tout simplement. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur des séances de méditation? Donc voilà, corps, respiration, mouvement, voyage, il y en a plein d'autres. On les a pas toutes mises là parce que il faudrait scroller. Tout simplement. Et Aloha, pareil, une seule plateforme pour tout gérer sereinement. Ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec les fonctionnalités? On peut gérer l'événement, on peut accompagner les participants, on peut engager avec les participants, etc. Alors voici une page un petit peu différente pour vous montrer que finalement faire une page, c'est pas uniquement faire un truc ultra design sur son propre site web. Ça peut être également une simple page Ulule pour un crowdfunding, par exemple. C'est pas seulement sur son site web, une landing page. Eh bien, ici, on va simplement expliquer pour un crowdfunding, eh bien, quels sont ces différents produits, à quoi est-ce qu'ils correspondent. Donc, ce sont des shampoings et des produits solides, de la marque Balade en Provence. Eh bien, on explique qu'est-ce qu'il y a dedans, comment est-ce qu'ils fonctionnent et on parle un petit peu de leurs bénéfices clients. Et ainsi, on comprend mieux qu'est-ce que c'est concrètement ces produits-là. Voilà pour les fonctionnalités.
Ensuite, l'une des sections que l'on adore mettre, l'un des blocs que l'on essaye de caser dès qu'on peut le faire, c'est un avant-après. Ça, avant-après, c'est l'une des images les plus anciennes, images marquantes les plus anciennes en marketing digital, je crois. Vous avez forcément vu une pub dans les années 2000 d'une personne d'abord en surpoids et puis ensuite avec des abdos et qui a au passage changé de coupe de cheveux, voire parfois même changer de couleur de peau, c'est à se demander si c'est la même personne avant et après, mais ce sont ces fameux avant-après qui sont assez incroyables et qui étaient utilisés, surutilisés pendant des années sur tout un tas de sites. C'est une image marquante qui permet de bien comprendre quels sont les bénéfices clients visuellement de votre solution. Alors je ne vais pas vous montrer l'exemple du type qui perd du poids et qui devient musclé, mais on va en voir d'autres qui sont beaucoup plus intéressants. Ici, toujours pour les produits de balade en Provence, donc produits solides, on va simplement comparer à avant, lorsque une personne, avant de passer à des produits solides pour la salle de bain, la personne utilise des produits liquides. Dans votre salle de bain, vous avez probablement je sais pas moi, un gel douche ou un shampoing qui est liquide dans une bouteille en plastique. Et du coup, il y a plein de raisons pour lesquelles il faudrait changer ça. En fait, déjà, il y a trop d'ingrédients. Ensuite, ça fait un flacon en plastique de plus qui est rarement recyclé. Les shampoings et après-shampoings contiennent 80 à 95% d'eau. Pourquoi est-ce qu'on transporte de l'eau? Et voilà. Et finalement, on a le après qui est les produits Move to Solid. Et ce sont les fameuses pages comparaison qu'on voit parfois en B2B également. Je vais vous montrer un exemple juste après, qui nous permet de voir avant les solutions que j'avais, qui me semblaient bien, mais en réalité, elles sont pas si terrible que ça. Et en fait, si j'opérais une transition et si je passais sur cette nouvelle solution, eh ben, ce serait mieux. Voilà. Ici, on a un exemple avec Prospectin. Prospectin, super logiciel de prospection automatisée sur LinkedIn qui est géré par Toinon. Si vous avez besoin de faire du B2B sur LinkedIn, ben, installez Prospectin, c'est monstrueux. Du coup, là, qui se compare avec LinkedHelper. Et pareil, on a cette notion un petit peu de si vous utilisez LinkedHelper ou si vous envisagez d'utiliser LinkedIn Helper, et ben en fait, Prospectin fait des trucs plus stylés. Il permet de faire des scénarios de vente automatisés. Il permet de se synchroniser avec le CRM grâce à Zapier. Ok. Donc c'est assez intéressant tout d'un coup. Voilà. Ça vous permet de voir, finalement, ce serait peut-être plus intéressant de passer sur Prospectin. Ici, vous avez un exemple sur une solution d'analytics qui s'appelle Segment, qui est utilisé beaucoup en B2B, installé sur son site web si on a envie de gérer différentes solutions analytics et envoyer de la data sur différentes solutions. Donc voilà, Segment permet, là on le voit très bien en fait en JavaScript, de passer de tout ça de code sur votre site web pour vos analytics et votre tracking à juste ça. Et du coup, c'est encore une fois le fameux avant-après qui glissait là de façon toute simple, où on voit que avant c'était compliqué et maintenant ça devient beaucoup plus simple. Et ils se sont même payé le luxe de se faire une petite animation qui est très jolie. Voilà, là on voit avec segment et sans segment. Et du coup, on a une illustration qui nous montre une certaine forme d'harmonie et après on a une illustration qui nous montre que c'est un petit peu le bordel et qu'on a du mal à voir ce qui se passe exactement et comment ça fonctionne. Voilà, on a vraiment ce avant-après. Pareil pour la solution Xeno qui permet de faire du marketing conversationnel, c'est un chat principalement, et on a une jolie animation extrêmement stylée, je vous la repasse parce que c'est assez dingue. Donc, lorsque vous scrollez, on passe un petit peu de avant, après, et là, tout d'un coup, on comprend comment ça fonctionne et on a un visuel qui fait énormément sens. Donc, c'est vraiment très stylé. Ça demande un petit peu d'argent, mais Xeno a également fait la même chose un petit peu plus bas, même site web. Et là, qui vous montre l'exemple qu'en réalité, ça, vous pourriez le faire. Ça demande pas de compétences en design particulières. Si vous avez peur de faire les petites flèches comme ça, je pense que vous pouvez vous en sortir entre 5 et 15 euros sur Fiverr pour faire ce petit visuel. Mais voilà, encore une fois, avant communication client dispersée, les prospects clients, c'est le bordel et les clients sont perdus. Avec Xeno, tout est mieux et les clients sont contents. Tout simple, image marquante. Autre bloc que l'on aime beaucoup, particulièrement en e-commerce, ce sont les spécifications techniques. Voilà, les personnes, avant de passer à l'acte d'achat, ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. Est-ce qu'il y a des choses à savoir en plus qui sont un peu plus techniques? Il y a des geeks également sur certains sujets. Ils ont besoin d'aller profondément dans le sujet, donc ils ont besoin de savoir plus sur des éléments très rationnels et très logiques.
Voilà, donc là, c'est l'exemple de Satisfix, la réparation d'électroménager. Donc, combien coûte une pièce d'électroménager? Bah voilà, dans la majorité des cas, dans 44% des cas, c'est 0 € parce qu'il n'y a pas besoin de la changer. Sinon, c'est 54 € en moyenne. Voilà, le devis sans surprise, le remplacement, il se fait en 72 heures, la garantie 1 an, etc. Pareil sur Morphée, vous avez un produit qui va être envoyé chez vous. Et ben, vous voulez savoir peut-être quel poids il fait, quelle est son autonomie, comment est-ce qu'il se charge, la garantie, ce genre de choses. Ce sont des choses très bateaux, très simples, mais qui permettent vraiment de se rassurer et de se dire, OK, je suis face à des personnes sérieuses et qui connaissent leurs produits. Je suis pas en train d'acheter sur un site de dropshipping. Too Good To Go, pareil, un panier surprise, c'est quoi? Bah ouais, complètement. Si on ne connaît pas ce concept-là, on a besoin de savoir. Bah voilà, Too Good To Go explique en 2 petits paragraphes qu'est-ce que c'est le panier surprise et qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans. Aloha, pareil, donc créer de belles applications et on rentre techniquement sur les spécifications, comment ça fonctionne, donc l'application personnalisée, il y a la version web et Android, on peut faire des événements du coup les gérer depuis son application, ça fonctionne à iOS et Android, etc. Et on va un petit peu plus précisément sur les spécifications plus techniques pour les personnes qui ont vraiment besoin de comprendre comment ça marche. Xeno, pareil. Encore une fois, on a là des informations qui sont plutôt techniques. Donc voilà, sur les canaux de communication, email, chat, Twitter, iOS, Android. Du coup, nécessairement, cette section-là, on va plutôt avoir tendance à la mettre plus bas sur votre page parce qu'elle s'adresse seulement aux personnes qui sont en train de chercher plus d'informations et qui ont besoin de les voir un petit peu plus bas. Ici, l'exemple avec Lemlist, du coup, solution française Cocorico d'emailing B2B. Donc, si vous voulez faire de la prospection sur LinkedIn, ça se passe avec Prospectin. Et si vous voulez faire de l'emailing, ça passe avec Lemlist. Je vous ferai peut-être des tutos si vous en avez besoin. Dites-nous ça en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est un très très long tuto d'ailleurs. Parenthèse terminée. Alors, Lemlist, pareil, on a des petites informations en bas de page sur le fait qu'on peut intégrer avec tous les outils qu'on veut. Donc, Lemlist met en avant bien évidemment les CRM, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, mais également les petits outils que tous les entrepreneurs du web aiment bien, Zapier, Slack, Google Drive, Phantombuster, des trucs de gros hackers un petit peu. Mais voilà, en gros. Et pareil, lorsque vous avez le fameux pricing, vous avez probablement, si vous avez une solution B2B, vous avez besoin d'indiquer les prix. Et qu'est-ce qu'on a pour chacun des prix? C'est généralement sur cette partie pricing que vous allez pouvoir mettre en avant tout ce qui touche aux spécificités techniques et qu'est-ce qui va permettre de comparer justement une offre d'une autre, qu'est-ce qui va permettre de se dire celle-ci est plus intéressante, celle-ci propose plus de fonctionnalités. La mission. La mission, c'est un blog que l'on met en fin de page, en avant-dernier blog généralement. C'est l'ancien à propos en fait. Nous, on décide de l'appeler la mission parce que à propos, c'est pas suffisant de dire bah voilà, on s'appelle ça, on fait ça. Il faut expliquer simplement un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et je pense que toutes les startups ont une mission parce que c'est dans le nom entreprise. Dans une entreprise, on entreprend quelque chose. Donc, parlez de votre entreprise dans la mission justement. Pas de votre société, mais de qu'est-ce que vous entreprenez en fait. Sur Satisfix, on a 3 paragraphes sur l'environnement et pourquoi réparer plutôt que jeter, c'est important. Et sur l'état justement des millions de tonnes de déchets d'équipements électroniques qui sont jetés chaque année, ce qui fait qu'il y a un très gros problème de montagne de lave-vaisselle et de lave-linge dans certains pays. Voilà. Sur Balade en Provence, on a quelque chose de très familial avec une jolie photo de famille et puis on a notre philosophie de promouvoir la bienveillance. Donc voilà, on est un petit peu autour de la mission, de pourquoi est-ce qu'on entreprend. Pareil, là, on a sur Aloha un cliché très startup mais qui fonctionne super bien. Emoji, t-shirt avec la petite citation, c'est super. Ça permet de mettre du visage, ça permet de comprendre pourquoi ces jeunes gens entreprennent et ça, c'est cool. Too Good To Go nous parle de leur vision. Voilà, avec une petite vidéo également et de leur ambition, donc c'est très cool également. Voilà pour cette partie-là. Autre blog que vous pouvez faire, c'est la prise de position. La prise de position, c'est particulier et tout le monde ne devra pas la faire, je pense. La prise de position, elle s'adresse uniquement aux startups
qui ont une prise de position politique. Donc il y en a plein, c'est de plus en plus. Il y a des startups qui ont des missions qui vont au-delà de celles de l'entreprise, qui ont une mission de sociétale en fait. Et c'est là où ça peut être génial de jeter un pavé dans la mare avec un bloc de prise de position. Et ça, Too Good To Go le fait extrêmement bien avec ce bloc-là qui est extrêmement simple. Encore une fois, regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au visuel. On est sur un visuel simple, une petite illustration, mais surtout qui est pleine de sens. On comprend tout de suite et on a le matching couleur entre ce 1/3 et là le 1/3 qui nous permet de comprendre. 1/3 de la production alimentaire mondiale est gaspillée. Boum, pavé dans la mare. C'est une prise de position. Satisfix, grosse prise de position sur la réparation d'électroménager à Lyon. On s'est rendu compte que le problème numéro 1 qu'on avait avec le fait de faire venir un artisan chez soi, c'est qu'on ne sait pas combien on va payer, on ne sait pas si on va se faire entuber, on n'a pas confiance en fait et ça manque de transparence parce qu'on n'est pas soi-même expert de la plomberie, de la réparation ou même de l'électricité et du coup on a peur de faire venir quelqu'un chez soi et on ne sait pas exactement combien on va payer. Et du coup on a pris le contre-pied, ce qu'on leur a proposé c'était de faire directement une espèce d'histogramme sur lequel on explique où va l'argent concrètement. Où va l'argent lorsque l'on paye 87 € sans frais cachés pour une réparation? À quoi sert cet argent? Et ça, c'est une prise de position également parce que c'est complètement à contresens de tout ce qui se faisait jusqu'alors. Pareil pour balade en Provence et les produits solides pour la salle de bain. Pourquoi est-ce qu'on se bat? Prise de position, excès d'emballage plastique. Les produits soi-disant bio, en réalité, ne sont pas tellement bio. On transporte de l'eau dans des avions et dans des cargos pour rien, alors qu'on en a à la maison. Voilà, c'est une véritable prise de position. Dernière section que l'on met généralement, ce bloc, on le met tout en bas de page, où vous pouvez faire également un petit chat avec Drift ou peu importe votre solution préférée ou Intercom. Vous pouvez mettre une FAQ en bas de page et dans ce cas-là, mettre en avant des questions que des personnes vous posent souvent et vous allez pouvoir y répondre. La FAQ, c'est simple. Regardez l'exemple pour Prospectine. Ça s'adresse directement aux frayeurs des personnes. Est-ce que les personnes qui utilisent de l'automation sur LinkedIn, elles ont peur d'avoir un risque pour leur compte, de se faire bannir le compte tout simplement. Et du coup, il faut rassurer de ce côté-là. Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que je peux essayer sans utiliser la carte bancaire? Donc ça, c'est un très gros frein généralement pour tester un outil. Et voilà. Une simple FAQ de 4 questions avec plus loin une autre page qui a beaucoup plus de questions mais qui permet bien de rassurer énormément. En fin de page, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Pareil sur Morphée, on se pose plein de questions sur Morphée. C'est une petite enceinte du coup qui va faire du bruit, donc question légitime. On dort à deux, comment est-ce qu'on utilise Morphée? Ben voilà, il y a des solutions. Est-ce que je peux utiliser Morphée dans les transports? Combien il y a de séances sur Morphée? Est-ce que je peux utiliser Morphée en journée? Est-ce que mon enfant peut utiliser Morphée? Voilà, ce sont des questions que les gens se posent. Et quand on arrive en bas de page et qu'on commence à devenir éduqué et qualifié sur un sujet, on a des questions précises. Et si elles n'ont pas la réponse, c'est trop dommage. Donc, abordez-les dans une FAQ. Si vous êtes sur une solution B2B, n'hésitez pas à mettre un petit chat en bas à droite et pré-remplissez du coup les questions. Comme ça, la personne peut cliquer sur les questions et vous apporter directement la réponse en automatique. Aloha, pareil, solution B2B, voilà, question fréquente. Est-ce possible d'avoir ma propre application en marque blanche pour gérer mes événements? Est-ce que mes données sont en sécurité? Voilà, ce sont des questions que l'on se pose naturellement lorsqu'on utilise des événements. Konanga, pareil, donc sont des solutions des kits de communication qui coûtent moins cher que de passer par une agence pour tout ce qui est communication RSE et communication interne. Voilà, là sur un kit pour le Covid-19, est-ce que les masques fournis, est-ce qu'il y a une protection dedans? Est-ce que le kit il fournit des éléments à coller, à suspendre? Voilà, toujours une FAQ en fin de landing page, ça répond à toutes ces questions et ça rassure énormément. Le pavé de témoignage. Cette section-là, elle est monstrueuse et ne l'oubliez pas. J'aurais dû vous en parler plus tôt parce que celle-ci est très 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 importante. Et on a souligné pavé parce que pavé de témoignage c'est vraiment très 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 important. Plus vous avez de témoignages sur votre page web, plus elle convertit, c'est systématique. Ici on a du coup
landing page de Ahrefs, sur page d'accueil, on tombe directement sur littéralement, comme je vous ai dit, un pavé de témoignages. Et au-delà de ça, c'est qu'on a des personnes qui pèsent. On a le founder de Backlinko, on a founder de SEO Book. Et du coup, au-delà de la preuve sociale, ça fait preuve d'autorité également lorsque ces personnes-là laissent un témoignage et qu'on les met en avant sur son site web. Donc oui, n'en mettez pas un de témoignage, n'en mettez pas 3, allez-y sur 6 ou 9. Il y en a jamais trop et les personnes adorent les lire. Repensez à vous sur Amazon lorsque vous lisez les avis clients par dizaines. Vous aurez jamais de soucis en mettant trop de témoignages clients. Pareil sur Morphée. Morphée, on en avait mis 6 ou 9, je ne sais plus, mais pareil, on en a mis plein. Alors en B2C, bien évidemment, c'est différent qu'en B2B. On va mettre simplement le prénom de la personne et on va anonymiser. Du coup, on va mettre le premier nom la première lettre du nom et on va mettre directement une petite illustration, ce qui est très stylé. Satisfix, toujours B2C. Là, directement, on a récupéré les avis qui étaient sur Google. Donc voilà, nom, prénom, et on récupère l'avis. Et toujours en dessous, voir les 305 avis, comme ça on peut aller encore plus loin, aller sur le site de Google, enfin sur la fiche Google My Business où il y a tous les avis. Et ça permet aux personnes, tout d'un coup, d'avoir beaucoup plus confiance dans l'entreprise. Du coup, puisqu'on a vu le pavé de témoignage, on va voir également le pavé d'autorité. Allez-y. Ici, on a l'exemple de Payfit, une startup française qui permet de gérer des bulletins de paie, tout simplement. TechCrunch, les Échos, CNBC, Madines. Et là, vous voyez, il n'y a même pas de phrase, rien du tout. Simplement, directement, les logos de médias très célèbres. Et tout d'un coup, ça pèse. On a énormément confiance et on sait qu'on n'a pas affaire à des guignols, des personnes qui sortent de nulle part. Pareil ici, pour Swile, qui décide de mettre en avant Airbnb, Red Bull, Spotify pour démarrer, et ensuite qui met des entreprises un petit peu plus traditionnelles, on va dire. Mais voilà, et qui va en plus jouer sur la preuve sociale en notant déjà 200 000 collègues qui utilisent Swile au quotidien, donc c'est assez balèze. Pour Morphée, on a directement mis des petites citations de chacun de ces médias. Donc ça nous permet encore une fois d'avoir plus de contexte et surtout de rassurer la personne, se dire waouh, il n'est pas dans un, pas dans 2 magazines, mais dans 6, c'est vraiment lourd. Ici, il me semble que c'est pour Aloha, pareil, donc une toute petite citation et directement le média. Et ici, il me semble que c'est pour Ahrefs, donc des très grosses entreprises, Facebook, LinkedIn, Adobe. On peut pas toujours se payer le luxe de mettre Netflix dans ses références clients. Et par contre, si vous êtes en B2C, vous pouvez envoyer gratuitement à certains influenceurs vos produits. Vous pourrez les mettre en avant. Du coup, ils vont faire preuve d'autorité sur votre site web si vous mettez une petite photo de eux avec votre produit. Mais vous allez également pouvoir aller chercher en B2B, un partenaire régional ou national avec lequel vous travaillez. Vous allez pouvoir dire que vous travaillez avec cette personne ou avec cet organisme qui vous fait confiance et vous allez pouvoir mettre en avant à votre échelle des éléments d'autorité qui sont importants. Nous, par exemple, sur Panja, on a mis le logo de Google en avant tout simplement parce qu'on a beaucoup travaillé avec les ateliers numériques de Google et qu'on donne beaucoup d'ateliers avec eux et du coup, ils nous font confiance pour toutes les questions marketing, toutes les questions de grosse marketing, startup, entrepreneuriat. Et on est très fiers de les mettre en avant et aussi sont fiers de travailler avec nous finalement. Donc c'est un petit peu win-win et là ça vaut le coup de prendre le logo et de le mettre en avant sur son site web. Dernière partie, on y vient, c'est super long, j'espère que vous suivez. On va passer à l'écriture. L'écriture, c'est très particulier. Vraiment, si vous avez jamais écrit pour du web, ça va vous faire très bizarre d'écrire une landing page. Normalement, vous êtes déjà arrivé sur le syndrome de la feuille blanche complet. Parce que là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment est-ce que vous pouvez mettre en forme, quels étaient les différents blocs que vous pouvez insérer sur votre landing page. Mais en soi, comment est-ce qu'on écrit et de quelle façon est-ce qu'on va s'exprimer en tapant sur notre petit clavier là? Et ça, on n'a pas encore traité et on va essayer de voir ensemble des exemples de bonnes et de mauvaises pratiques et comment les éviter et comment faire en sorte d'écrire des trucs qui fonctionnent et qui convertissent. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne rédaction? C'est une très bonne question que je vous laisse vous poser un petit instant. Parce que ça dépend beaucoup des objectifs. Lorsque vous écrivez un livre, votre but c'est d'avoir quelque chose de divertissant. Lorsque vous faites du contenu également, l'objectif c'est d'avoir
quelque chose de très divertissant. La bonne rédaction sur votre landing page, c'est une qui permet de garder l'attention. C'est tout. Garder l'attention et évidemment passer à l'acte d'achat. Mais je pense que passer à l'acte d'achat, c'est pas seulement une question d'écriture et de rédaction, c'est beaucoup une question de votre produit et du choix des bénéfices clients que vous souhaitez mettre en avant. Mais la rédaction va surtout vous permettre de transmettre les informations importantes, transmettre ce que vous voulez transmettre à votre public et de capter l'attention tout au long et de petit à petit développer la relation avec votre visiteur, lui permettre de s'éduquer, lui permettre que lui il puisse prendre les bonnes décisions une fois qu'il a terminé sa lecture. Donc voilà, ou pendant qu'il lit d'ailleurs. La plupart des gens, si vous faites une page longue, on est des grands fans des pages longues parce qu'elles ont deux rôles. Elles éduquent le prospect, donc lorsqu'il petit à petit, au fur et à mesure qu'il lit, il va monter en compétence en fait tout simplement, et du coup lorsqu'il va prendre rendez-vous, lorsqu'il va acheter, il saura mieux pourquoi est-ce qu'il a acheté. Et enfin, la page longue n'empêche pas d'acheter à moitié de page ou à un tiers de page ou lorsque j'ai lu 3/4 de la page, parce qu'il suffit de mettre les appels à l'action au fur et à mesure. Lorsque la personne clique, elle arrête sa lecture, elle passe directement au panier ou elle passe directement à la prise de rendez-vous ou directement à l'inscription de la newsletter. Et du coup, ça fait largement le taf. Donc on est des fans de pages longues. Donc oui, la bonne rédaction elle va vous permettre surtout de capter l'attention et de la garder tout au long de la lecture. Voici le premier conseil de rédaction. Beaucoup de personnes écrivent pour rien. La première chose que vous allez faire, si vous avez déjà une landing page, si vous avez déjà un site web, si vous avez déjà commencé à écrire quelque chose, vous allez tuer le texte. Et lorsque vous allez commencer à écrire votre landing page, si vous partez de zéro, une fois que vous avez fini d'écrire, vous allez tuer le texte, vous allez en enlever, vous allez vous forcer à enlever un mot sur deux, vous allez vous forcer à enlever des trucs parce qu'on écrit des choses qui ne servent à rien. Et ce qui fait des gros pavés, des gros pâtés très compliqués à lire en fait. Et c'est beaucoup trop dommage parce que personne ne lit. Taux de rebond, la personne s'en va, on n'a pas de conversion, derrière on n'a pas de business, c'est dommage. Donc tuez le texte. Voici, je vous ai mis des petits avant-après pour qu'on essaye de voir ensemble quelles sont les erreurs que l'on peut voir et comment est-ce qu'on peut améliorer. Regardez cette proposition de valeur. Morphée permet de s'endormir rapidement et de dormir enfin profondément. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous laisse 10 secondes. Alors franchement, Morphée permet de... À quoi ça sert? À part parler de la marque et de parler du branding de Morphée, dont on a déjà le logo en haut à gauche quand même, ça ne sert absolument à rien en fait. Enfin, ce genre de mots en fait, et enfin, qui va être là un petit peu pour de trop en fait. La phrase sans fonctionne tout aussi bien. Regardez, Morphée permet de s'endormir rapidement et de dormir enfin profondément. S'endormir rapidement, dormir profondément. Lorsqu'on tue le texte, voilà ce qui se passe. On arrive droit au but. Et c'est ce qu'on veut lorsqu'on fait une landing page, et particulièrement dans ce header, dans cet endroit où on va mettre notre proposition de valeur, aller droit au but. Et encore une fois, je vous ai dit, dessous, vous avez le sous-titre, la sub-headline, dans laquelle vous allez pouvoir rappeler la marque si vous n'en avez pas parlé avec Morphée, il n'y a pas de souci. Et vous allez pouvoir rappeler peut-être les bénéfices clients. Ici, endormez-vous facilement, rapidement, bénéficiez d'un sommeil profond et réparateur. Et du coup, on est sur quelque chose d'un petit peu plus descriptif, qui va un petit peu plus loin dans l'explication, qui donne du contexte. Et ça, c'est intéressant. Mais par pitié, votre proposition de valeur, si elle peut être réduite, réduisez-la tout simplement. Deuxième règle, tout le monde s'en fout. Alors ça paraît un petit peu choquant dit comme ça, c'est pas que tout le monde s'en fout de tout, c'est que tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Encore plus précis. En fait, ce qui intéresse les gens, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux. Et c'est là qu'il y a toute une nuance qui change absolument tout, généralement qui nous fait effacer des pages entières ou des phrases entières et les retaper complètement différentes. Tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Par contre, tout le monde s'intéresse à ce que vous pouvez faire pour eux. Concrètement, par exemple ici sur une Satisfix, donc réparation d'électroménager, ici on a une proposition de valeur, les réparateurs avec le meilleur service client à Lyon. C'est vrai, c'est cool, c'est très bien. Moi, j'ai mon lave-vaisselle qui fuit, j'ai ma machine à laver qui marche pas, qui pue, j'en sais rien, c'est le bordel. Il faut qu'on vienne là, dans les 24 heures. Je m'en fous.
d'avoir les réparateurs avec le meilleur service client à Lyon. Je veux juste quelqu'un qui m'assure de bien faire le travail et qui répond pile poil à ce dont j'ai besoin. Imaginez, je suis en panique, je sors mon téléphone et je lis les réparateurs avec le meilleur service client à Lyon. Oui, très bien. Est-ce que oui, comment? Du coup, tout ça, en réalité, c'est pas si important que ça. En tout cas, pas sur votre proposition de valeur. Tout le monde s'en fout que vous soyez les meilleurs réparateurs avec le meilleur service client à Lyon. Le plus important, c'est que vous répariez l'électroménager. Et du coup, on transforme la proposition de valeur et elle va plutôt devenir « nous réparons votre électroménager ». Ça peut paraître stupide, ça peut paraître très simpliste. En réalité, c'est ça qui a fait toute la différence. Et dessous, vous avez toujours la sub-headline. Encore une fois, vous pouvez vous rattraper si ça manque de contexte. Satisfix, réparation d'électroménager, intervention sous 24 heures à Lyon et avant l'entour. Et là, une grosse partie de la proposition de valeur, elle est là également. C'est les fameux 87 € sans frais cachés. Et là, directement, vous voyez, on a l'appel à l'action qui est personnalisé. On dit quel appareil on veut sauver, où on doit intervenir. On clique, on est dans le tunnel d'acquisition. Mais voilà, dites ce que vous pouvez faire pour les gens, mais pas ce que vous savez faire. En fait, ça, concrètement, on s'en fiche, surtout quand on a besoin de vous maintenant. Enlevez les mots bullshit. Je suis désolé, Swello. Coucou à Jonathan de Swello. J'ai massacré votre page pour faire un mauvais exemple, mais c'est qu'en réalité, en fait, votre page était très bien faite et je trouvais très sexy votre proposition de valeur en fait. Mais voilà, la mauvaise proposition de valeur entre guillemets. Boostez vos social media avec l'intelligence artificielle. Swello n'utilise pas d'intelligence artificielle, c'était juste pour l'exemple. Hein. Exposez vos KPI de votre stratégie social media avec un gros appel à l'action Growth Now. Bon le problème en fait quand vous faites ça, on est tenté, surtout quand on est dans l'écosystème French Tech, vous avez votre accélérateur, votre incubateur, votre business angel et tout, vous êtes là, ouais, intelligence artificielle, machin, deep learning, et en fait on se retrouve avec des mots de l'univers startup, booster, exploser, KPI, growth, tout ça, on s'en fout. Personne n'est en capacité de les comprendre et votre public, à moins que ce soit vraiment un expert pile dans ce qu'il fait, va pas tout à fait comprendre ce que vous faites. Donc vraiment, n'en parlez pas. Allez sur des mots simples et dites simplement ce que vous pouvez faire. Swello l'a très bien fait avec un petit peu de poésie. C'est ça que je trouve très stylé. C'est pour ça que je voulais vous montrer que les propositions de valeur elles peuvent varier de temps en temps. Elles sont pas obligées de suivre exactement des règles très précises. Mais Swello, qui fait de la programmation du coup sur les réseaux sociaux, dit simplement programmez vos messages avec amour, ce qui est tout simple. Très poétique et en fait fait complètement le taf. Et encore une fois, on a la sub-headline qui apporte plus de conseils, plus de contexte, pardon, qui est moins branding, on va dire, que Swello programmé avec amour, quoi, qui va droit au but. Gagnez du temps, simplifiez l'élaboration de votre stratégie social media, essayez gratuitement, tout simplement, simple, précis. Enlevez les adverbes et les adjectifs. Alors, pas toujours, mais il y a des situations où ils y sont en trop, et je vais vous en montrer un tout de suite, vous allez comprendre. Voici du coup le haut de la page Ahref qui permet du coup de faire de référencement naturel. Outils pour augmenter énormément votre trafic organique, analyser votre compétition en un éclair et surveiller votre niche sans effort. Ahref vous aide à comprendre pourquoi vos concurrents se classent si haut et ce que vous devez faire pour les distancer rapidement. Voilà, le problème c'est que si vous avez des phrases un petit peu longues, dès que vous avez quelques adverbes, quelques adjectifs, ça devient illisible, trop long, voire même incompréhensible. Et du coup, si rapidement on capte le en un éclair énormément, le sans effort rapidement et qu'on l'enlève, tout d'un coup on a quelque chose qui est beaucoup plus lisible. Outils pour augmenter votre trafic organique, analyser votre compétition et surveiller votre niche. Voilà, ça fait 3 choses. C'est simple comme bonjour. Enlever les adjectifs, enlever les adverbes, parfois il y en a trop. Personnaliser. Personnalisez votre texte parce que souvent on a des trucs qui sont fades et on comprend pas exactement à quoi ça sert et pourquoi c'est là et c'est pas très engageant, ça nous donne pas envie de cliquer tout simplement. Donc je vous ai donné un bel exemple avec une startup française, ILEC, qui permet une très belle proposition de valeur. Switcher en 5 minutes pour une électricité verte. À droite on a un joli visuel qui fait énormément de sens. Encore une fois, vous voyez, on a la ville et puis on a le producteur d'électricité, on a le câble qui est aux couleurs d'ILEC, donc c'est lourd de sens. En passant à l'énergie verte, vous faites un bon geste pour la planète et promis, cela ne vous coûtera pas plus cher. Découvrez nos offres. Qu'est-ce qui va pas? Ce qui va pas,
c'est ce gros bouton-là. Découvrez nos offres. À quoi est-ce qu'il servirait? Pourquoi est-ce que j'aurais envie de découvrir les offres? Il n'est pas spécifique en fait. Et c'est là que ILEX sont très intelligents en fait, c'est que directement, ils ont mis indiquer la ville et on clique sur estimer. Et c'est ça qu'on veut savoir. Moi, je veux switcher à l'électricité verte. Je veux juste savoir combien ça va me coûter en fait. Et on me le propose. J'indique ma ville et j'estime. C'est vraiment génial et c'est engageant. Là, c'est très simple de mettre ma ville, de mettre voilà, je suis ici. On clique sur estimer. C'est parti. Et on est dans le tunnel d'acquisition. Court. Les textes sont trop longs. Et pas seulement les textes, j'ai envie de dire les phrases. Faites des phrases courtes lorsque vous écrivez. Comme exemple, je vous ai mis des exemples de publications. Alors c'est juste 2 publications qui datent de pendant le confinement, je crois. Donc c'est juste un petit exemple qui était. Elles ont été publiées à 1 semaine d'écart. Donc celle-ci a fait seulement 1000 vues et celle-ci a fait presque 7000 vues. Donc c'est pas énorme, vous voyez, on est sur des petits chiffres, mais la différence, elle est évidente en fait une fois qu'on le lit. Si on lit cette publication qui a relativement peu marché comparé à la deuxième, c'est la période actuelle démontre non seulement que certaines activités sont énormément impactées, commerçants, événementiels, mais aussi que d'autres activités jouissent d'une liberté absolue quant au cadre de travail. Tout ça, c'est une phrase, c'est illisible. On est sur les réseaux sociaux, c'est pareil lorsqu'on débarque sur un site web, si c'est illisible, parce que c'est trop long, et ben c'est très emmerdant et personne va le lire et simplement vous n'allez pas capter l'attention. Encore une fois, on revient sur la règle de base qui était sur la proposition de valeur, vous avez moins de 5 minutes pour capter l'attention. Sur ma deuxième publication, par contre, j'avais mis « Voilà quelques semaines que je publie quasiment pas. Point. » Bah pourquoi? C'est la première question qu'on se pose en fait. Quelques semaines que je manque vraisemblablement à personne. Donc là, on a un petit peu d'autodérision sur le fait que, voilà, accusant échec de créateur de contenu, blablabla. Mais surtout, cette première phrase est courte et permet de susciter l'intérêt, donne envie de lire. Une fois qu'on lit, on a envie d'interagir, de commenter, de liker, de savoir un petit peu ce qui se passe. L'une des dernières choses que j'ai à vous dire concernant l'écriture, faites du contenu qui est survolable. Alors ça veut dire quoi survolable? On va y venir tout de suite. En fait, je vais simplement passer à la slide d'après, je vais rien dire du tout. Stop. Vos yeux, ils sont naturellement partis à droite, sur ici. Il faut savoir que le texte qui est là et ici, c'est exactement la même taille. Je me demande même s'il n'y a même pas autant de texte j'ai écrit, je sais plus. Mais en tout cas, en fait, on a tendance à survoler d'abord avec nos yeux et lire les titres et se dire est-ce que c'est intéressant à lire ou pas, en fait. Et à partir de là, eh bien, on va passer ou pas à la lecture. Et évidemment, si vous avez un contenu qu'on peut facilement survoler, on peut passer au travers, lire en diagonale, il est beaucoup plus plaisant. On parle de hiérarchie visuelle aussi, de hiérarchie textuelle. Si vous faites en sorte que ce soit facile à lire, c'est beaucoup mieux et du coup, ça passe dans la mise en page, tout simplement. La voix active, c'est encore parmi les derniers conseils là que je vais vous donner. On approche de la fin. Tenez bon. La voix active, c'est très important. Vous allez vous rendre compte que vous avez probablement déjà écrit avec la voix passive et c'est très bizarre en réalité. Regardez, voici un mauvais exemple du coup sur le site Datananas. De nouveaux prospects sont trouvés et ils sont convertis en clients. Chelou, non? Si on lit la sub-headline, vous allez voir qu'en réalité, là j'ai forcé le trait, mais en réalité, beaucoup de personnes écrivent comme ça. Il y a beaucoup de sites web qui sont écrits comme ça aussi. Les prospects sont trouvés et les coordonnées sont validées, les prises de contact sont automatisées. Cette façon d'écrire est très gênante et impersonnelle. Donc voilà, je vous ai fait vraiment un exemple d'écriture où on utilise la voix passive et du coup, on est simple spectateur et on montre ce qui se passe et ce que fait l'outil. Et c'est en plus d'être nul et pas très persuasif, c'est gênant, c'est très impersonnel, c'est pas cool à lire. Ce que je vous propose plutôt, c'est systématiquement passer à la voix active, particulièrement sur les passages forts, donc dans le header, dans les appels à l'action évidemment. Mais voilà. Ici, sur la proposition de valeur, si on passe à la voix active, tout d'un coup, ça donne trouver des nouveaux prospects et convertissez-les en clients, c'est beaucoup mieux. Et là, on comprend encore mieux, en fait. Trouver, valider, coordonner de vos prospects, automatiser vos prises de contact, augmenter le nombre de rendez-vous, et blablabla. Et tout ça, c'est bien mieux. Donc, faites attention, voix active, voix passive. Quand vous décelez des endroits où vous êtes passé à la voix passive, demandez-vous si c'est vraiment bien. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux passer sur la voix active où ce serait vraiment peut-être plus direct. Ça permet de mieux comprendre. C'est plus engageant également comme façon d'écrire.
Et enfin, ne tuez pas la personnalité. Donc là, je vous ai mis un exemple assez rigolo, simplement de lettres en fait qu'on pourrait écrire, mais en réalité, là, c'est un exemple d'email. Donc, cher client de Panja, en réponse à l'épidémie du coronavirus, je sais plus parler, ça fait trop longtemps. Hein. Je sais pas depuis combien de temps ça tourne, mais on est sur une vidéo YouTube assez longue. Hein. Panja a mis en place une équipe de crise qui se réunit potentiellement plusieurs fois par semaine pour suivre l'évolution de la situation et agir en conséquence. Et ça, là, ce que j'ai récupéré, là, ce texte, croyez-moi ou pas, je l'ai récupéré sur le site web d'une entreprise. Donc, c'est véritablement un texte. C'est pas du bullshit que j'ai écrit moi-même, c'est du bullshit écrit par des gens en chemise, dont c'est le métier. Je comprends pas. Donc vous, vraisemblablement, vous avez une petite entreprise. Si vous n'avez pas une petite entreprise, si vous avez une start-up qui est lourde, eh bien votre force, c'est d'être proche de votre public, c'est d'un petit peu réinventer la communication. Partez pas dans de la news corporate ou quoi que ce soit. Soyez simplement... Ne tuez pas la personnalité, gardez la personnalité, le branding de l'entreprise, la personnalité de l'entreprise. Il y a plein d'entreprises qui le font super bien. Mais voilà, comment est-ce que finalement sur un site web ou dans un email, on pourrait penser que vous êtes vous lorsque vous écrivez et essayer de donner une âme à votre marque. Ça va être beaucoup plus intéressant. Pareil sur votre landing page, lorsque vous tapez votre texte, c'est beaucoup plus intéressant si c'est tranché, si vous avez vos prises de position, si vous avez votre mission, si vous avez votre façon de vous exprimer. Et surtout, puisqu'on a parlé au tout départ, on a parlé du ciblage. Vous pouvez pas vous planter parce que dans votre communication, vous adressez à une cible précise. Vous pouvez pas faire à côté de la plaque. Assurez-vous de vous adresser à votre cible. Assurez-vous d'avoir une communication qui est personnelle. Donc voilà, au lieu de faire une landing page fade et sans saveur, allez-y à fond. Pareil pour vos emails. Donc là, au lieu de faire tout ça, autant dire Patrick, parce qu'on connaît les noms de nos clients. Non, cher client de Panja, c'est ridicule. Confiné en famille comme 99% de la population, j'écris ce petit mot. Je le ferai relire par mon papa qui est un sniper de faute. A décidé de passer toute l'équipe en télétravail, blablabla, blablabla. Tout simplement, parlez tel que vous parlez à l'oral et ce sera beaucoup mieux. Écrivez comme vous parlez, ce sera génial. Enregistrez-vous pour parler, écrivez et ensuite corrigez ce que vous écrivez. Ça peut être une très bonne façon également. Bravo, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. C'était Théo du coup. Sur cette vidéo, si vous voulez voir plus de vidéos sur ce sujet, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde concernant le marketing, le gross marketing, dites-nous en commentaire si vous êtes arrivé jusque là. Je me demande s'il y a des gens qui vont vraiment tout regarder cette putain de vidéo parce qu'elle est vraiment énorme. Je vais vous parler très rapidement de si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir, je me suis appuyé sur tout un tas de travaux qui sont de Marketing Mania, la chaîne YouTube de Marketing Mania de Stan Leloup. Également, vous pouvez aller sur Marketing Examples et suivre Harry Dry sur Twitter. C'est grâce à lui que j'ai découvert certaines règles d'écriture et je vous en ai récupéré certaines, je vous ai mis ici dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à consulter ces deux créateurs de contenu moi qui m'ont inspiré depuis plusieurs mois, plusieurs années pour Marketing Mania. Si vous souhaitez en savoir plus sur le marketing des startups, on a un guide sur panja.io/guide qui est le guide marketing de la startup. Si l'aspect un petit peu persuasion vous a chauffé, vous avez envie de gratter un petit peu plus le sujet, de creuser tout ça, eh bien c'est le dernier chapitre en fait du bouquin. C'est gratuit, ça fait 150 pages à peu près. Ça a été écrit l'année dernière. On a mis des choses qui sont qui ne périment pas dans le temps. On a essayé de faire du contenu qui dans 10 ans sera toujours valable, donc n'hésitez pas à le télécharger. On essaie de le mettre à jour à peu près chaque année et d'ajouter des pages et d'ajouter plus de leçons, plus de méthodologies intemporelles et qui seront valables plus tard. Donc n'hésitez pas à télécharger ce guide si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu, si vous souhaiteriez en voir d'autres, s'il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde. Merci à vous tous et à très bientôt.